Tu as des convictions, des principes, des positions que tu défends depuis des années, sur la façon dont le monde fonctionne, sur ce qui est juste, sur ce que tu es, sur ce qui est possible, et tu en es fier. Parce que dans notre culture, avoir des convictions solides est une vertu. Ça s'appelle la cohérence, l'intégrité, la force de caractère. Les gens qui ne changent pas d'avis sont des gens sur qui on peut compter, qui savent ce qu'ils pensent, qui ne sont pas ballottés par chaque vent d'opinion. Et si une partie de ce que tu appelles conviction n'était en réalité qu'un refus de grandir? Une idée qu'on ne peut plus remettre en question n'est pas une conviction forte, c'est une idée morte. Un esprit qui refuse de changer d'avis n'est pas un esprit solide, c'est un esprit qui a cessé d'apprendre. Et une identité construite sur l'incapacité à évoluer n'est pas de l'intégrité. C'est de la rigidité déguisée en vertu. Changer d'avis est l'un des actes intellectuels et humains les plus difficiles qui existent, et l'un des plus rares, et l'un des plus nécessaires. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi, et comment le faire sans perdre qui tu es. Pourquoi est-ce si difficile de changer d'avis? Pas les petites opinions, la préférence pour un restaurant, le choix d'un film, les vraies convictions, celles qu'on associe à notre identité, celles qu'on défend publiquement, celles sur lesquelles on a pris des décisions importantes. La réponse est dans un mécanisme que Leon Festinger a formalisé en 1957 sous le nom de dissonance cognitive. Quand deux idées contradictoires coexistent dans notre esprit, une ancienne croyance et une nouvelle information qui la contredit, notre cerveau ressent une tension inconfortable et il fait tout pour la réduire, pas nécessairement en adoptant la nouvelle information, souvent en la rejetant, en la minimisant ou en trouvant des raisons de maintenir la croyance ancienne. Le plus inconfortable n'est pas d'avoir tort, c'est de reconnaître publiquement qu'on avait tort, parce que nos opinions, dans notre esprit, ne sont pas seulement des théories sur le monde, elles sont des parties de nous-mêmes. Les remettre en question, c'est se remettre en question. Les abandonner, c'est admettre une forme d'échec ou d'incohérence, ce que notre ego supporte très mal. Il y a un autre mécanisme qui amplifie ce phénomène, l'effet de coût irrécupérable émotionnel. En économie, le sunk cost, le coût irrécupérable, désigne l'argent déjà dépensé qu'on ne peut pas récupérer. La décision rationnelle est de l'ignorer dans les choix futurs. Ce qui est dépensé est dépensé. Mais psychologiquement, on a du mal à l'ignorer. Appliqué aux opinions. Plus tu as défendu une idée longtemps, plus tu y as investi d'énergie, d'identité, de relations sociales, plus il est difficile de l'abandonner. Non pas parce qu'elle est juste, mais parce qu'en l'abandonnant, tu perçois tout cet investissement passé comme perdu. Et il y a enfin le coût social. Dans beaucoup de contextes, familiaux, professionnels, politiques, changer d'avis est perçu comme de la faiblesse, de l'incohérence, de la trahison. Les gens qui changent d'avis sont des girouettes. Des gens sans principe. Des personnes sur qui on ne peut pas compter. Cette pression sociale est réelle, et elle pousse à maintenir des positions même quand on sait, intérieurement, qu'elles ne tiennent plus. Résultat, on finit par défendre des idées non pas parce qu'on les croit vraies, mais parce qu'on les a déjà défendues. Ce n'est plus de la conviction, c'est de l'obstination habillée en intégrité. Il y a deux façons d'exister intellectuellement. Deux façons d'être en relation avec ses propres idées. La première, c'est le soi fossilisé. Un ensemble de convictions formées à un moment précis de ta vie, figées dans l'ambre, et défendues depuis lors, non pas parce qu'elles ont été vérifiées, mais parce qu'elles sont devenues partie intégrante de ton identité. Le soi fossilisé a cessé de grandir. Il administre un patrimoine d'idées plutôt que de continuer à en construire. La deuxième, c'est le soi vivant. Un esprit qui continue à s'informer, à s'interroger, à s'exposer à des idées nouvelles. Et qui accepte de modifier ses positions quand les preuves, les expériences ou les raisonnements le justifient. Pas par caprice, par honnêteté intellectuelle. Les plus grands esprits de l'histoire sont presque tous des exemples de soi vivant. Et leurs changements d'avis les plus profonds sont souvent parmi leurs actes les plus importants. Charles Darwin a passé des années à repousser la publication de sa théorie de l'évolution. Non pas parce qu'il n'y croyait pas, mais parce qu'elle contredisait des convictions religieuses et sociales qu'il avait lui-même portées. Publier était un changement d'avis public d'une ampleur considérable, et l'un des actes intellectuels les plus courageux de l'histoire des sciences. John Maynard Keynes, l'économiste dont les travaux ont refaçonné la politique économique mondiale au XXe siècle, était connu pour changer fréquemment de position. Quand on lui reprochait son inconséquence, il répondait « Cette phrase est devenue célèbre. Quand les faits changent, je change d'avis. Et vous, monsieur, que faites-vous » Cette phrase résume tout. Changer d'avis quand les faits changent, ou quand on découvre des faits qu'on ignorait, n'est pas de l'incohérence.
c'est de la rigueur. C'est le signe que ta relation à la vérité est plus forte que ta relation à ton ego. Et c'est l'une des distinctions les plus profondes entre les personnes qui continuent à grandir et celles qui stagnent. Jeff Bezos avait une règle explicite dans sa culture managériale. Les personnes les plus intelligentes sont celles qui changent d'avis le plus souvent. Pas par versatilité, par mise à jour constante. Il distinguait les personnes qui changent d'avis parce qu'elles cèdent à la pression sociale et celles qui changent d'avis parce qu'elles ont reçu de nouvelles informations ou de nouveaux arguments. Les premières manquent d'intégrité. Les secondes font preuve d'intelligence. La différence est cruciale. Changer d'avis sous pression sociale, parce que quelqu'un s'énerve, parce qu'on veut éviter un conflit, parce qu'on veut plaire, ce n'est pas de la flexibilité intellectuelle, c'est du conformisme. Changer d'avis parce qu'un argument est meilleur que le sien, c'est de la grandeur. Comment développe-t-on concrètement cette capacité à changer d'avis? Pas de façon impulsive ou opportuniste, mais de façon délibérée, ancrée, intègre. Voici 4 pratiques. Première pratique, séparer l'opinion de l'identité. La racine de l'incapacité à changer d'avis est presque toujours la même. On a fusionné une opinion avec son identité. Changer l'opinion revient à changer qui on est, ce qui est perçu comme une menace existentielle. La première pratique est donc de réapprendre à tenir ses opinions à distance de son identité, de les traiter comme des hypothèses de travail, les meilleures hypothèses disponibles avec les informations actuelles, plutôt que comme des vérités constitutives de soi. Une formulation qui aide. Au lieu de « je crois que X », qui associe la croyance à l'identité, essaie les preuves disponibles me semble pointer vers X. Cette formulation maintient une distance saine entre toi et ton opinion. Elle laisse de la place à la mise à jour sans que la mise à jour ressemble à une trahison de soi. Deuxième pratique, calibrer sa confiance. Annie Duke développe dans ses travaux le concept de confiance calibrée. L'idée, plutôt que de tenir ses croyances comme vraies ou fausses, les tenir avec un degré de confiance, 60%, 80%, 95%, qui reflète honnêtement la solidité des preuves disponibles. Cette approche change radicalement la relation au changement d'avis. Si tu crois quelque chose à 60%, recevoir une preuve contraire ne menace pas ton identité. Elle ajuste simplement ton pourcentage. La mise à jour devient normale, attendue, presque mécanique. C'est seulement quand on tient ses croyances à 100%, comme des certitudes absolues, que les remettre en question devient intolérable. Troisième pratique, pratiquer le style Manning. Tu connais peut-être le straw manning, la tendance à caricaturer l'argument adverse pour le réfuter plus facilement. Son opposé s'appelle le style Manning. Formuler l'argument de la position contraire à la sienne dans sa version la plus forte, la plus cohérente, la plus convaincante possible, avant de la critiquer. Cette pratique a 2 effets puissants. Premièrement, elle force à vraiment comprendre la position adverse, pas sa caricature. Deuxièmement, elle révèle parfois que cette position est meilleure qu'on ne le pensait. Et dans ces cas, elle ouvre la voie à un changement d'avis authentique. Pas contraint, mais mérité. Le style Manning est la pratique intellectuelle la plus exigeante et la plus rare. Parce qu'elle demande de mettre temporairement son ego de côté pour vraiment habiter la position de l'autre. Et dans cet exercice, on découvre souvent que les meilleures idées ne sont pas toujours les nôtres et que les adopter est un signe de force, pas de faiblesse. Quatrième pratique, célébrer publiquement ses changements d'avis. C'est la pratique la plus contre-culturelle, parce que dans notre monde, particulièrement les réseaux sociaux, les personnes qui changent d'avis sont attaquées pour leur incohérence. La pression sociale pousse dans l'exacte direction opposée. Maintenir ses positions, ne jamais concéder, défendre chaque centimètre carré de ses opinions précédentes. La pratique alternative, quand tu changes d'avis sur quelque chose d'important, dis-le, explicitement, en expliquant pourquoi, quelle information nouvelle, quel argument, quelle expérience a produit ce changement. Non pas pour te flageller publiquement, mais pour normaliser le changement d'avis comme signe d'intelligence plutôt que de faiblesse. Adam Grant, psychologue organisationnel à Wharton et auteur de Think Again, a documenté ce phénomène. Les leaders qui admettent publiquement avoir changé d'avis, en expliquant leur raisonnement, sont perçus comme plus crédibles et plus dignes de confiance, pas moins. Parce que les gens autour d'eux savent que leurs positions actuelles reflètent leur meilleure compréhension actuelle, et non pas simplement leur ego ou leur peur d'admettre une erreur. Je veux te parler de quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre, et qui a changé profondément ma relation à mes propres opinions. Tenir ses croyances très fort, les défendre bec et ongles, ne jamais concéder, rester toujours cohérent, est épuisant. Pas seulement intellectuellement,
émotionnellement. Parce que chaque nouvelle information devient une menace potentielle. Chaque conversation contradictoire devient un combat. Chaque remise en question devient une attaque personnelle. Et à l'inverse, tenir ses croyances avec un peu plus de légèreté, les porter comme des hypothèses plutôt que comme des certitudes, rester ouvert à la possibilité d'avoir tort, libère quelque chose d'immense. La curiosité revient. Les conversations deviennent des explorations plutôt que des guerres. Les personnes qui pensent différemment deviennent des sources d'enrichissement plutôt que des ennemis. Il y a une phrase de l'écrivain André Gide que j'aime beaucoup sur ce sujet. Il disait « Croyez ceux qui cherchent la vérité, doutez de ceux qui l'ont trouvée. » Ce n'est pas du nihilisme, c'est la reconnaissance que la vérité, sur le monde, sur soi-même, sur les autres, est quelque chose qu'on approche progressivement, par itérations successives, jamais définitivement. Les personnes qui ont trouvé la vérité une fois pour toutes ont cessé de chercher. Et ceux qui ont cessé de chercher ont cessé de grandir. Le soi vivant n'est pas un soi sans conviction. C'est un soi dont les convictions sont toujours en mouvement, toujours affinées, toujours mises à l'épreuve, toujours susceptibles d'être améliorées par une meilleure compréhension. Et cette légèreté-là n'est pas de la faiblesse. C'est une forme de sagesse. La révélation finale. Et comme souvent dans cette série, elle porte non pas sur le sujet le plus évident, mais sur celui qu'on évite le plus. On a parlé de changer d'avis sur le monde, sur les autres, sur des questions intellectuelles, politiques, sociales, tout ça est important. Mais le changement d'avis le plus difficile et le plus transformateur est celui qu'on fait sur soi-même. Parce que les croyances sur soi-même sont les plus profondément fusionnées avec l'identité. Je ne suis pas quelqu'un de créatif. Je ne suis pas fait pour les relations durables. Je suis quelqu'un qui abandonne. Je ne mérite pas vraiment ce que j'ai. Ces convictions, aussi douloureuses qu'elles soient, ont été construites au fil des années par le narrateur invisible dont on a parlé dans les épisodes précédents. Et elles sont tenues comme des faits, pas comme des hypothèses. Changer d'avis sur soi-même, décider que la version qu'on a de soi n'est peut-être pas la seule possible, peut-être pas la plus juste, peut-être pas celle qui correspond à qui on est en train de devenir, c'est l'un des actes les plus courageux et les plus rares qui existent. Et c'est aussi l'acte qui relie tous les épisodes de cette série. Parce que sortir de sa zone de confort, c'est changer d'avis sur ce dont on est capable. Construire sa discipline, c'est changer d'avis sur qui on est. Apprivoiser son ego, c'est changer d'avis sur ce qu'on a besoin de prouver. Traverser le syndrome de l'imposteur, c'est changer d'avis sur ce qu'on mérite. Toute croissance personnelle authentique est, à sa racine, un changement d'avis sur soi-même. Un ajustement de l'image qu'on a de soi vers quelque chose de plus grand, de plus juste, de plus libre. Et ce changement-là, contrairement au changement d'avis intellectuel, ne se fait pas en un argument. Il se fait dans le temps, par l'accumulation d'expériences qui contredisent le récit ancien, et par la décision délibérée de laisser ces expériences modifier ce récit. Ce soir, je te pose cette question. Quelle est la conviction sur toi-même que tu portes depuis longtemps et que tu n'as jamais vraiment mise à l'épreuve? Pas questionnée en surface. Vraiment mise à l'épreuve. En cherchant les contre-exemples, en testant l'hypothèse contraire, en acceptant que tu pourrais avoir tort sur toi-même. Note-la dans les commentaires. Et note aussi, si cette conviction était une hypothèse de travail plutôt qu'une vérité absolue, qu'est-ce que ça changerait dans ta vie dès demain? La prochaine vidéo touche à quelque chose que j'ai voulu explorer depuis longtemps et qui fait écho à tout ce qu'on a traversé. Toucher le fond comme point de départ. Pourquoi certaines des plus grandes transformations naissent des moments les plus sombres et comment ne pas attendre d'y arriver pour commencer. Abonne-toi, prends soin de toi et ose changer d'avis sur toi-même. C'est peut-être le changement d'avis qui change tout.